L'histoire du télescope spatial Hubble commence dans les pensées d'Edwin Hubble, l'astronome visionnaire qui, dans les années 1940, caressait le rêve audacieux d'un observatoire céleste transcendant les limitations de l'atmosphère céleste. C'était l'ère où l'humanité commençait à rêver de sondes interstellaires et de voyages au-delà des frontières célestes. Ce rêve prit une forme concrète dans les années 1970 lorsque la NASA, en partenariat avec des agences spatiales internationales, commença à élaborer les premiers plans d'un télescope spatial révolutionnaire. Le concept d'un observatoire dans l'espace, nommé Hubble en l'honneur du visionnaire, prit rapidement vie sous forme d'un projet collaboratif impliquant des esprits créatifs du monde entier. Plusieurs centres de la NASA et industriels sont impliqués dans la réalisation du télescope spatial. Mais le centre de vol spatial Marshall, qui souffre de la baisse de son plan de charge depuis l'arrêt du programme Apollo, est un ardent promoteur du projet et parvient à convaincre la direction de la NASA d'être désigné comme le responsable de conception, du développement et de construction du télescope. L'agence spatiale européenne, quant à elle, devra fournir un instrument, le Faint Object Camera, dont on reparlera plus tard, les panneaux solaires, ainsi qu'une participation au support opérationnel du télescope, en échange d'une allocation de 15% du temps d'observation. Les plans prirent forme et en 1981, la fabrication du miroir principal débuta. Un chef-d'œuvre de 2,4 mètres de diamètre devant être la clé de voûte de la mission Hubble. Cependant, le véritable défi résidait dans l'assemblage du télescope. Assemblage qui justement rencontre de plus en plus de problèmes, retardant sans cesse le décollage de celui-ci. Mais la destruction de la navette Challenger en janvier 1986, qui cloue les navettes au sol, donne un répit salutaire aux équipes travaillant sur le télescope, qui devait être lancé en juin de la même année. Finalement, les équipes parviennent à finir d'assembler le télescope en 1989, rendant le décollage imminent. Ainsi, le 24 avril 1990, devant une foule de journalistes sans pareil et un public désireux, la navette spatiale Discovery décolla, emportant avec elle l'équipage de la mission STS-31. L'équipage était composé de 5 astronautes, 4 hommes et une femme. Tous américains, ils auront la lourde tâche de mettre en orbite un véritable bijou de technologie, le tout premier télescope spatial. Le lendemain, le télescope est mis en orbite. L'équipage n'a rencontré aucun problème et ils rentrèrent tous sur Terre sans souci. Dès les premiers jours qui suivent le lancement, des problèmes, qui semblent dans un premier temps être mineurs, viennent tempérer la joie des participants au projet. Ces problèmes sont progressivement maîtrisés, mais pas résolus, lorsque, à la mi-juin, les premières images détaillées des champs d'étoiles sont produites. L'attente est immense. L'Amérique entière est suspendue, attendant les photos miracles que l'agence spatiale leur avait promis. Cependant, à l'immense stupéfaction des scientifiques, les photos étaient floues, et suite à ce problème, la réaction de la NASA ne s'est pas fait attendre. Une enquête est tout de suite lancée. Pour enquêter sur la cause du défaut, la NASA a formé le Hubble Space Telescope Optical System Board of Investigation. Le conseil d'administration, qui comprenait les scientifiques de l'optique et le haut personnel de la NASA, a examiné la documentation relative à la fabrication et aux tests de Hubble. Ils ont analysé et testé l'équipement utilisé dans la création des miroirs du télescope et ont interrogé les personnes impliquées dans la construction et les tests du télescope. Après plusieurs examens, il apparaît rapidement que l'origine du problème est une aberration sphérique, soit du miroir principal, soit du miroir secondaire. Mais avant de continuer, essayons de comprendre comment fonctionne un télescope. Un télescope est en général constitué d'un miroir primaire parabolique et d'un second miroir plus petit. La forme particulière du premier miroir va concentrer tous les rayons lumineux qui entrent dans le télescope sur le miroir secondaire qui va à son tour concentrer la lumière vers l'instrument de mesure, soit l'œil, soit un appareil photo ou un détecteur électronique. Il est donc très important que les deux miroirs soient parfaitement calibrés, afin que tous les rayons convergent bien au même endroit. Alors revenons-en à Hubble, qui, je le rappelle, souffre d'une aberration sphérique. Une aberration sphérique fait référence aux rayons qui se focalisent à des distances différentes en fonction de leur interaction avec la lentille ou le miroir. Et le problème, c'est que certains rayons étaient complètement décalés, ce qui rendait l'image totalement floue.
À ce moment-là, personne ne comprend comment une erreur aussi grossière n'a pas été détectée durant le développement du télescope, qui, je le rappelle, était particulièrement long et coûteux. Des études plus poussées révéleront que le problème vient du miroir principal. Il serait trop plat à sa périphérie, d'environ 2 microns. Pour rappel, 1 micron correspond à 1 millième de millimètre. Et à cause de ce décalage, aussi infime soit-il, les rayons ne convergent pas au même point. Mais ce n'est pas tout. De 1990 à 1993, les défaillances se multiplient et la liste des réparations s'allonge. 3 des gyroscopes chargés de contrôler son orientation tombent en panne. Des problèmes d'alimentation électrique des instruments GHRS et FOC leur font perdre la moitié de leur capacité, et 2 des mémoires de masse de l'ordinateur embarqué cessent de fonctionner. Une véritable catastrophe. Face à cela, l'agence spatiale ne pouvait pas abandonner son bijou, il fallait prévoir une mission de réparation. Mais ce n'est pas fini, car au milieu de l'année 1993, la NASA connaît plusieurs échecs cuisants qui accroissent la pression sur la mission de réparation à venir. La défaillance du satellite météorologique NOAA 13, peu après son lancement, la sonde spatiale jovienne Galileo, incapable de déployer son antenne grand gain, la perte totale de la sonde spatiale Mars Observer en septembre, et la défaillance du moteur d'apogée de Landsat 6 en octobre. Évidemment, les médias ne ménagèrent pas la NASA, qui a presque perdu la confiance du public, quelques années après la tragédie de Challenger. Les rares passionnés qui croient toujours en la NASA redoutent un abandon, un rejet de toute tentative de correction. Mais contre toute attente, la NASA décide de tenter de restaurer les capacités du télescope spatial dans le cadre de la première mission de maintenance assurée par la navette spatiale en 1993. Car en effet, il était initialement prévu que la navette s'envolerait tous les 2 ans et demi afin de réaliser des opérations de maintenance du télescope. C'est donc 2 ans et demi après le lancement de Hubble que vit le jour ce qui devait être une banale mission de maintenance, mais qui fut une véritable mission de sauvetage, STS-61. Le 2 décembre 1993, à 9h27, décolla une navette spatiale depuis le pas de tir 39B de Cap Canaveral. À son bord, 7 astronautes, 6 hommes et une femme, 6 Américains et un Suisse. Une fois en orbite, l'équipage observe par le biais de jumelles le télescope se rapprocher dans l'immensité noire de l'univers. Peu à peu, le télescope spatial devient visible à l'œil nu. Et première mauvaise surprise, l'un des panneaux solaires est tordu. Une défaillance de plus à réparer, les astronautes devant à l'origine juste corriger le miroir principal. Claude Nicollier, l'astronaute suisse, se charge alors de saisir le télescope spatial avec le bras robot qui équipe aujourd'hui l'ISS. Une fois cela réussi, il le ramène dans la soute cargo de la navette afin de l'immobiliser et de pouvoir commencer les réparations. À présent commence un marathon d'une précision chirurgicale. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est pour cela que durant 14 mois avant la mission, l'équipage répétait sans cesse la chorégraphie qu'ils auront à jouer dans l'espace. Au terme de cet entraînement, l'équipage devait connaître le télescope spatial encore mieux que les ingénieurs qui l'ont conçu. C'est pour cela que des moyens hors normes ont été mis en place. À commencer par un entraînement grandeur nature, dans les conditions les plus proches possibles de celles que l'on retrouve dans l'espace. Car l'entraînement sous l'eau est le meilleur moyen de simuler les conditions d'impesanteur sur Terre. Les 4 astronautes étaient donc plongés durant des mois, munis de scaphandres, dans d'immenses piscines dans lesquelles se trouvait le télescope spatial grandeur nature. Mais ce n'est pas tout. Une petite nouveauté vient faciliter l'entraînement de l'équipage. La réalité virtuelle. Au début des années 90, cette technologie était encore imparfaite et bien moins immersive que la réalité virtuelle moderne. Mais l'effet était tout de même présent. Grâce à cet outil, à l'époque révolutionnaire, l'équipe s'immerge pleinement dans l'environnement auquel elle sera confrontée. Durant cet entraînement, la NASA place la barre très haute. Elle doit se racheter. Alors rien n'est laissé au hasard, tout doit être maîtrisé sur le bout des doigts avant le décollage. Ainsi, les 2 premiers astronautes à sortir sont Musgrave et Hoffman. Les 2 astronautes s'approchent d'Hubble et la chorégraphie commence. La première étape, remplacer les gyroscopes défectueux. Tout semble bien se dérouler, car au bout de quelques acrobaties à quelques 400 km d'altitude, la réparation aboutit. Cependant, au moment de fermer la porte du module des gyroscopes, un problème majeur se présente. À cause de déformations thermiques, impossible de la verrouiller correctement. Et malgré des mois de répétition, ce scénario était l'un des rares jamais envisagés. Le dialogue s'engagea alors avec les équipes au sol. Plusieurs solutions sont trouvées, mais aucune d'elles ne fonctionne.
Le chef de vol prend alors la décision de faire confiance à l'équipage. Ils sont maintenant livrés à eux-mêmes pour fermer cette porte. Elle sera finalement fermée, non pas sans peine, au terme d'un peu moins de 8 heures de sortie extravéhiculaire. La deuxième sortie n'était quant à elle absolument pas prévue initialement. Elle fut bien plus courte et se soldera par l'abandon dans l'espace du panneau solaire défectueux. La troisième sortie, le lendemain matin, fut consacrée au remplacement de la caméra de champ large WFPC par une version améliorée dotée de son propre système correctif d'optique pour pallier l'aberration sphérique. Le 8 décembre 1993 commença la quatrième sortie extravéhiculaire de la mission STS-61. Cette sortie était cruciale car elle visait à installer le Corrective Optic Space Telescope Axial Replacement, qu'on va appeler COSTAR. Un système conçu pour lui aussi corriger l'aberration optique d'Hubble. Le premier objectif fut de retirer le Faint Object Camera, FOC, qui occupait l'emplacement où COSTAR devait être installé. Une fois le FOC retiré avec précaution, les astronautes installèrent COSTAR à sa place. Ce système comprenait un ensemble de petits miroirs destinés à compenser l'erreur dans le miroir principal d'Hubble. La procédure fut achevée avec succès et les astronautes vérifièrent méticuleusement que toutes les connexions et fixations étaient en place. Cependant, il faudra attendre la réactivation d'Hubble après que la navette soit rentrée pour savoir si la mission était efficace. Mais ce n'est pas la fin des péripéties, car une cinquième et dernière sortie extravéhiculaire attend l'équipage le lendemain. Et ce sera Jeffrey Hoffman et Story Musgrave qui s'en chargeront. Leur objectif principal était de terminer les dernières réparations et de vérifier les équipements installés lors des précédentes sorties. À première vue, rien d'insurmontable, et justement, tout va se passer comme prévu, à un détail près. Au moment d'installer un nouveau magnétomètre, une vis échappe à l'astronaute. Et c'est plutôt contraignant quand on sait qu'en orbite, un débris spatial de cette taille emporte autant d'énergie qu'une moto lancée à 200 km/h. Il fallait absolument la rattraper. S'ensuivit alors une véritable chasse à la vis, Jeff Hoffman étant agrippé sur le bras robot piloté par Claude Nicollier. Cependant, il avançait à la même vitesse que la vis, qui restait à 20 cm de sa main. C'est alors que Claude Nicollier ruse. Il fait en sorte de contourner certaines sécurités dans le logiciel du bras afin de lui faire croire qu'aucun astronaute n'y est attaché, ce qui permet d'augmenter sa vitesse maximale. Explorer est touché. Explorer. Explorer, à vous. Explorer. Jeff Hoffman rattrape finalement la vis et finit soulagé sa mission au scénario hollywoodien. Le lendemain, le 13 décembre 1993, après avoir vérifié que tous les systèmes fonctionnaient et que les batteries étaient pleinement chargées, l'équipage rendit la liberté à Hubble et rentra sur Terre. Mais alors, est-ce que ça a vraiment marché? Qu'est ensuite devenu Hubble? Eh bien, il faudra attendre un mois plus tard, le 13 décembre 1994, pour avoir ce résultat tant attendu, la première image renvoyée par Hubble depuis sa réparation. La sénatrice Barbara Mikulski présente un comparatif entre deux clichés avant-après de la galaxie M100. Et la suite appartient à l'histoire. Depuis, Hubble se porte très bien. En mai 1994, des astronomes annoncent que des observations effectuées à l'aide de l'instrument ont permis pour la première fois d'établir de manière quasi certaine l'existence de trous noirs au centre de la galaxie voisine M96. Mi-juillet, le télescope est utilisé pour observer la chute des débris de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter. À la fin de l'année, les conclusions d'inventaire systématique d'étoiles pouvant constituer la masse manquante de l'univers se concluent par un échec, confirmant la théorie de la matière noire. L'avenir d'Hubble, désormais débarrassé de ses défauts initiaux, s'annonce radieux. Ces observations ont pavé la voie pour de nouvelles missions et de nouvelles questions, ouvrant la voie à des projets plus ambitieux, comme le télescope James Webb. Grâce à STS-61, Hubble n'était plus seulement qu'un télescope en orbite. Il devient un symbole de résilience scientifique et de l'importance de l'exploration spatiale pour notre compréhension de l'univers.
Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose et qu'elle vous aura plu. C'est un nouveau format pour les abonnés les plus anciens. Enfin, les plus anciens qui datent d'il y a plus de 2 semaines. Parce que vous l'aurez remarqué, il y a une grosse rentrée d'abonnés il y a quelques jours. Je tenais à vous remercier pour cet engouement. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que la chaîne vous plaît et que cette vidéo vous aura plu. Cette chaîne est autant la vôtre que la mienne, alors merci pour tout. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Salut tout le monde.